il va falloir s'attendre à quelque chose autour de 200 000 tonnes. Donc, passer la production cotonnière de 400 000 à 600 000 n'a pas été non plus réalisé. Mais encore, pour parler du coton, le gouvernement s'est engagé à assurer le paiement des cotonculteurs sur place. Aussitôt vendu, aussitôt payé. Ce n'est pas ce qui se fait. La méthode classique de paiement différé est toujours ce qui est mis en œuvre. Par ailleurs, le gouvernement avait promis, s'est engagé fermement à instaurer une gouvernance concertée. Une gouvernance concertée avec, bien évidemment, la société civile et les autres acteurs sociaux. Alors, les conflits sociaux aujourd'hui, qui sont légion, l'impossibilité presque de dialogue social, fait que on a assiégé les syndicalistes en justice. Eh bien, nous sommes loin, loin, loin de la réalisation de cet idéal de gouvernance concertée, même si nous avons eu droit à un haut commissariat à la gouvernance concertée. Et puis, je vous permettez, je dirais un ou deux points, quoi, pour m'en arrêter là, parce qu'on peut aller jusqu'à demain dans les prévisions qui n'ont jamais été réalisées. Encore un ou deux points. Et vous le savez, encore un ou deux. Le respect de la Constitution. Ce n'est pas un engagement. Le président a prêté serment pour respecter la Constitution. Et la Constitution, il la viole constamment. Il la viole en violant le principe de la laïcité de l'État, il la viole en refusant de reconnaître le droit à manifester des opposants, il la viole en faisant une émission permanente dans les autres pouvoirs, donc en violant en quelque sorte le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs que notre Constitution a consacré. Et puis, on peut en multiplier les exemples, mais puisque vous êtes de la presse, j'aimerais finir avec la presse. Le président s'est engagé à sauvegarder la liberté et l'indépendance de la presse. Il l'a fait. Nous sommes passés du 25e, où nous étions, je reviendrai là-dessus, en 2006, au 72e rang aujourd'hui, en ce qui concerne les pays qui violent la liberté de la presse. Et loin derrière le Togo, le Burkina, et tous ces pays qui nous sont... Monsieur Doussa, est-ce que vous pouvez nous citer quelques 2 ou 3 points positifs dans le bilan du président Bounayeli? À votre avis, qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Bon, pour moi, il est difficile de le dire. Il est difficile de trouver des points positifs dans son bilan. Il est difficile, je ne penserai pas à la microfinance. Donc, si le projet était bien, l'objectif louable, la lutte contre la pauvreté, l'utilisation politisée a fait que l'institution a été vidée de tout. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait bien? Je vais leur poser la question. Vous êtes de moi, vous ne voyez rien en tant que président. Il y a 5 ans quand même, il y a 5 ans, on ne rentrait pas si facilement dans Calavi, une des plus grandes villes du pays. Il y a 5 ans, un nombre d'ouvrages qu'on ne voyait pas dans la ville de Cotonou, je parle de ces infrastructures réalisées. Il y a 5 ans, pas ce visage. Et malgré tout ça, vous remarquez du positif? Non, si vous voulez. Non, si vous voulez, il y a eu des ouvrages. Un nombre de choses. En supérieur, il y a eu même amélioration. Le problème, ce n'est pas là. Le problème se situe à 2 niveaux. C'est par rapport à ce qu'on a dit qu'on ferait. D'une part et d'autre part, tout ce qui a été fait, quel est l'impact sur le développement socio-économique. C'est cela. Les femmes ont eu et en ont bénéficié. C'est bien cela. Maître Raymond Doussa, on va y aller parce que vous semblez tout peindre en noir. On va prendre quelques exemples et vous nous direz avec précision si tout est... Allons au plan social, secteur santé. C'est vrai qu'il y a des primes qui ne sont pas arrivées. M. Kechile Sala, Kessile Tchala qui a dit qu'il y avait la question et que ce n'est pas beaucoup pour un État de la santé. Si il y a des difficultés en cours d'application, vous allez nous dire que c'est rien du tout d'avoir instauré cela parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois de faire un tour dans des hôpitaux et j'ai vu des femmes qui n'ont plus payé. Avant, ça coûtait plus de 90 000 francs l'opération, mais on ne paye plus rien, même si parfois il y a des difficultés pour avoir le kit de la césarienne et qu'on demande aux patients d'acheter, même parfois. Maintenant, au moins, on ne paye plus l'intervention chirurgicale. Vous me direz que ça, au moins, ce n'est rien du tout? Non, je n'ose pas dire cela, puisque je respecte beaucoup nos mères, qui sont aussi pour dire que la gratuité de la semaine césarienne, ce n'est rien. Ce que je dis que la gratuité de la césarienne, vous l'avez dit vous-même, difficilement. D'abord, toutes les femmes n'en bénéficient pas, vous le savez bien, et il y a un certain nombre de frais annexes
que les femmes payent quand même. Mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose que les frais soient réduits. C'est déjà quelque chose. Et que peut-être si vous prenez le pouvoir, vous corrigerez. Mais vous aurez quand même que vous pourrez améliorer. Je vous le conseille. De ça. Puis la césarienne, il faut en rendre l'application plus démocratique. Oui. Et il faut en rendre l'application plus effective. Oui. En faisant, le problème de ce gouvernement, c'est quoi? Les mesures intéressantes sont prises parfois, mais il y a des mesures d'accompagnement qui font que l'impact attendu n'est pas obtenu. Il en est de même de la gratuité de l'école. Oui, parlons-en. Voilà. La gratuité de l'école qui n'est aussi, comme en matière de césarienne, ce n'est qu'une gratuité partielle. C'est la gratuité en rapport avec les frais de scolarité. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Et si les frais de scolarité sont gratuits, il reste le reste. Mais si les frais de scolarité, il faut allouer des ressources compensatoires, des subventions aux C'est vrai que les directeurs d'école se plaignent de ce que ça ne vient pas vite. Parce qu'il n'y a rien, l'école ne peut pas fonctionner. Les écoles tout ça peut se mettre vous n'allez pas me dire. Le plus important était d'avoir pensé que ça pouvait être le cas, même s'il y a des difficultés d'allouer dans le délai. Le gouvernement peut faire l'effort d'y aller. Je le dis, même si vous venez, vous verrez au moins en place quelque chose que vous pourrez point noir dans la gestion. Je ne suis pas tout à fait de votre avis, parce que mon avis est que la gestion d'un État, ce n'est pas du cafouillage, auxquelles on a réfléchi. Et si on doit les faire, on les fait bien, on les fait parfaitement. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous diront que l'école est gratuite, mais ils n'y ont toujours pas accès, simplement parce que les mesures d'accompagnement ne sont pas prévues. Oui, oui, toujours au plan social. Il y a la question de l'emploi au niveau du privé, on va y revenir, mais au niveau de la fonction publique. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été recrutées à la fonction publique, qui ont été reversées de contractuels à agents permanents de l'État. Et je crois que ça fait quand même la joie de beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui un emploi permanent, même si, il est vrai, un peu critique. Moi, je crois que, non, c'est une question, il fallait y penser aussi, mais la question fondamentale n'est pas à ce niveau. Je dis, vous faites sectoriellement. L'action d'un gouvernement doit s'apprécier à mon sens globalement. En dépit de ces efforts, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'efforts, n'ont pas eu d'impact significatif sur l'économie. Ça veut dire que c'est de mauvais efforts 72% et mal coordonnés. 72% de nos jeunes en âge de travailler sont encore au chômage. Il faut considérer que c'est grand. Non, je peux vous en parler une seconde si vous permettez. Oui, allez-y. Je suis prof de droit à l'École nationale d'administration depuis une quinzaine d'années et je vis le drame depuis quelques années maintenant et je crois que mes autres collègues aussi vivent le même drame. Moi, des étudiants que j'ai formés il y a 4-5 ans, ils ont eu un diplôme, ils vont dans la nature, passent partout, ils ne trouvent rien et ils reviennent faire une autre formation de second cycle pour avoir un emploi. Donc 72% de jeunes en âge de travailler n'ont pas accès au travail. Ce chiffre 72% vient d'où? Vous avez fait le chiffre de 72%, vous l'avez obtenu avec quel type d'enquête que vous avez réalisé? Comment est-ce que vous avez pu obtenir ce chiffre-là? Je ne sais pas. Vous avez fait des investigations sur le terrain et ça a donné quoi? Non, on va s'occuper de vous. Oui. Alors, quel type d'investigation vous avez trouvé où? Nous avons fait des investigations. C'est des chiffres qui sont tout à fait vérifiés et publiés. Et nous pourrions, comme je vous l'ai dit, en tout cas en ce qui concerne des aspects tout à fait précis, revenir dans des débats contradictoires avec nos experts et les experts du camp adverse qui souhaitent échanger sur ces questions. Mais 72% de nos jeunes sont au chômage. Bon, enfin ça, nous prenons ce chiffre-là avec beaucoup de camps et n'ont pas d'emploi. Beaucoup de pincettes, monsieur Dossa. Vous pensez qu'il y en a combien? Oui, mais aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, vous voyez le département en charge de l'emploi des jeunes. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été mis en place. Le ministère géré par Mme Rikia Madougou, il y a le FNPEJ, où il y a beaucoup de formations en entrepreneuriat, où il y a beaucoup de jeunes à qui on a donné la possibilité de faire des formations en entrepreneuriat, et que beaucoup de choses ont été faites. Monsieur, vous n'allez pas dire que vous allez peindre tout ça en noir. Non, je vous dis, il y a eu des efforts que vous ne semblez pas reconnaître. C'est comme si pendant les 5 ans de Boni Yahi, rien de consistant n'a été au niveau du pays.
Non, rien de consistant n'a été fait, ça c'est clair. Mais vous me dites que des choses ont été faites, je dis oui. Certaines choses ont été faites, mais insignifiant. Sur prendre tel ou tel pont, telle ou telle activité positive, isolément. Ceci, dans des résultats qu'on a pu obtenir. Donc, voilà ce que moi je pensais vous dire par rapport à cela. Oui. Maintenant, vous avez parlé de trou noir. J'aimerais quand même qu'on insiste un peu. Les véritables trous noirs de cette gouvernance, je les situe bien évidemment au niveau de la gouvernance politique. On en a parlé, on ne reviendra pas là-dessus. Mais je les situe également au niveau des questions tout à fait évidentes auxquelles on ne pense pas souvent, la mise en œuvre de la décentralisation, par exemple. Sur le pouvoir de la collectivité locale. Et l'objectif, c'était de rapprocher les administrés ou l'administration des